Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Que de belles expressions avec la langue française. Bah oui, je vais vous donner des exemples évidemment. Ne tirez pas sur l'ambulance ou encore l'hôpital qui se fout de la charité. Et je terminerai par celle-ci, contemporaine forcément, puisque elle colle avec l'actualité, c'est le virus qui se moque du vaccin. Allez, bonsoir à vous et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTFCH avec Philippe et Jean-Pierre ce soir. Et vous-même, messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais oui, effectivement, on a passé, enfin en tout cas moi j'ai passé un excellent week-end. Dans cet hiver qui se prolonge pas, mais qui suit son cours normal, en tout cas dans la zone où je me trouve, j'ai pas d'excès de température ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on se plaint souvent beaucoup dans les médias, mais bon, il faut aussi signaler quand les choses sont normales. Voilà ce que je voudrais dire. Et parmi la normalité des choses, j'aimerais aussi rentrer dans un erratum d'une erreur que j'ai commise personnellement vendredi dernier lors de notre dernière émission, où j'ai pu dire que la Chine était en dessous du milliard d'habitants, ce qui est évidemment une grosse bêtise. En fait, j'ai confondu avec d'autres chiffres et je m'en excuse auprès des auditeurs. Alors, la Chine aujourd'hui compte 1,4 milliard habitants. Et l'Inde compte 1,4 milliard habitants à peu près aussi. Seule différence entre les deux pays, quand même remarquable, c'est que dans le cas de la Chine, on est en train de plonger, c'est-à-dire qu'ils sont en train de repiquer vers zéro. Enfin, il y a encore un petit moment devant eux, mais ils perdent des gens. C'est-à-dire qu'entre 2023 et 2024, ils ont perdu chaque année 2 millions de naissance, quoi, de déficit, on va dire ça comme ça, en démographique, alors que l'Inde est sur une pente ascendante. Voilà la différence entre les deux pays. Évidemment, pour la Chine, on est capable d'expliquer les choses. On est capable de dire que la politique de l'enfant unique jusqu'en 2015, je crois, a grevé largement la démographie. Et puis après, ça a été porté à 2 enfants, puis 3 enfants. Maintenant, je crois qu'ils en sont à 3 enfants maximum, en fonction d'un quota de je ne sais quoi. Enfin bref, c'est un peu compliqué à calculer. Toujours est-il qu'ils cherchent à remonter la population chinoise qui avait fléchi, qui était en train de fléchir dangereusement, peut-être pas à terme, mais voilà, il fallait en prendre note. Et est-ce qu'il faut relier tout ça, comme je l'avais déjà dit vendredi dernier, au fait qu'il y ait de grandes crises économiques liées à la surconstruction de bâtiments qui elles-mêmes étaient liées à une prévision nataliste qui avait été largement surestimée? C'est possible, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une crise économique du fait d'avoir construit des bâtiments dans le côté, on va dire, urbain de la Chine, qui représente à peu près 800 millions de personnes. Hein, c'est ça, la Chine urbaine, c'est 800 millions de personnes. Il y a à peu près 40% de Chinois qui sont dans des zones agricoles et qui sont encore vastes aujourd'hui. Et quand on regarde une carte de l'occupation de la Chine en termes démographiques, on s'aperçoit qu'effectivement, tout est basculé vers l'Est, alors que les 2/3 Ouest sont beaucoup plus, je veux dire, moins habités, voire même déserts pour toute la partie du Xinjiang. Donc voilà, donc toute cette croissance qui n'a pas eu lieu, ben, ça a créé peut-être une crise économique de surconstruction et qui a amené des surcoûts pour ce pays qui a un déficit extérieur quasi équivalent à celui des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je voulais dire en préambule, en m'excusant encore de cette erreur auprès de nos auditeurs. Et puis voilà, et on va pouvoir attaquer, alors soit avec des images, soit avec le thème du soir. Bon, on peut attaquer avec le thème du soir et puis des images juste derrière. Le thème du soir, la justice de La Haye confrontée à celle de Washington et l'actualité en images, eh bien la gestion de la crise Covid ou alors la fausse pandémie en France. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. A essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des SMS, vous parlez des SMS. Alors, comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être, et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié
par l'Élysée le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et j'attends vos réactions. Oh, ben, je sais pas, Jean-Pierre, une première salve. Avec le micro, s'il te plaît, Jean-Pierre. Voilà. Je déteste la pitié et pourtant j'éprouve un sentiment de pitoyable. Je trouve ça pitoyable. Mais bon, au diable la pitié. Je préfère la fraternité que la pitié, mais là, j'ai des larmes aux yeux, tellement je trouve ça pitoyable. C'est pitoyable, effectivement, de nous parler des fautes de l'État pendant une fausse crise. Comment peut-on faire des fautes quand il y a une fausse crise? Ben voilà, donc tout est manipulation, évidemment. Alors, on a presque effectivement envie de plaindre ces pauvres journalistes qui connaissent forcément le fond de la vérité, c'est un peu leur métier, mais qui ne peuvent en extraire que des demi-vérités ou des demi-mensonges ou des belles histoires à faire raconter au coin du feu pour les Français qui regardent encore la télé. Voilà, donc bien sûr que c'est pas très intéressant ce qu'ils nous disent. Voilà, donc on peut peut-être à partir de là. Avec le sujet du soir, effectivement, comme je l'annonçais tout à l'heure, la justice de La Haye confrontée à celle de Washington. Voilà, donc c'est un titre un petit peu alambiqué. Alors, pour tout vous dire, on était parti dans une direction et puis on a dû en changer rapidement parce que nous avons changé de lieu, puisque nous ne serons plus en France, mais aux États-Unis d'Amérique, où il se passe, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, des choses assez exceptionnelles à tout point de vue, surtout politique évidemment, militaire, économique. Donc voilà. Donc depuis l'élection de Monsieur Trump, qui a été intronisé en fin janvier dernier. Donc l'idée, c'était de dire, on a vu Monsieur Trump recevoir en grande pompe, comme on dit chez nous en France, Monsieur Netanyahou, qui était venu d'Israël en tant que premier visiteur, en tant que premier chef d'État visiteur des États-Unis d'Amérique après l'élection de Monsieur Trump. Voilà. Donc c'est un honneur. C'est bon, voilà. On connaît les liens effectivement de plus que de sympathie entre les États-Unis et Israël. Donc voilà, c'était logique. Sauf que il se trouve, alors que ça plaît ou ça plaît ou ça ne plaît pas, mais il se trouve que Monsieur Netanyahou est sous le coup d'une recherche, d'un mandat d'amener, comme on dit, auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ah bon? Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde a entendu. Et tout le monde s'est posé la question, mais comment se fait-il que dans le trajet entre Israël et les États-Unis d'Amérique, où s'est rendu Monsieur Netanyahou, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi il n'a pas été alpagué, comme on dit en français, ou en argot? Effectivement, ça a choqué beaucoup de gens et on a eu évidemment beaucoup de discussions autour de cette question-là. Et puis, on allait la poser, comme je vous la pose ce soir, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier ou ce matin, je ne sais plus, on a eu une information complémentaire, très complémentaire. C'est-à-dire que M. Trump a déclaré que la Cour pénale internationale de La Haye, ça ne le concerne pas. Ça ne concerne pas les Américains. Ça ne concerne pas les amis des Américains. Textuellement, je reprends les termes de Monsieur Trump, qui dit voilà, non, la Cour pénale internationale ne compte pour rien, et voilà. Ah, tiens, quand même étrange. Alors faisons un petit peu de rétrospective. Depuis et quand, à quel moment Monsieur Trump a-t-il ou aurait-il eu affaire à la CPI pour qu'on se soit aperçu de quoi que ce soit? Ben effectivement, il y a des événements qui ont fait que lors de sa première mandature, notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été poursuivi comme un malfrat avec des charges qui lui ont été mises sur le dos qui se sont révélées absolument fausses, et tout ça grâce aux ailes des membres de la CPI. Chercher l'erreur. Donc à un moment donné, il a été visé, pris pour cible par la CPI. Donc dire qu'il en a un mauvais souvenir à titre personnel, c'est un euphémisme. Il en a forcément un mauvais souvenir. Mais par contre, quand il dit qu'il ne reconnaît pas la CPI, il dit parce que tout simplement, ce que nous reconnaissons aux États-Unis d'Amérique, c'est la Constitution américaine, premièrement, et deuxièmement, tout ce qui est juridique, ça vient aussi de la Constitution américaine. Donc on n'a pas besoin de cour internationale. Nous sommes à nous seuls, si je puis dire, un paradigme judiciaire, si je peux me permettre cette expression, qui fait qu'on est au-delà de tout ce qui est supranational, nous les Américains. Donc il y a une part de provocation, puisqu'on sait très bien que, par exemple,
l'utilisation du dollar dans la manipulation économique des transactions de ce monde a été largement faite par les Américains en utilisant justement la supranationalité pour le compte des autres. C'est-à-dire, vous trafiquez en dollars, eh bien, vous serez taxé parce que vous avez utilisé ma monnaie. Voilà. Donc, et là, il dit, ben non, moi je ne reconnais pas la Cour pénale, pénale internationale, voilà, qui la est. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il ne la reconnaît pas? Parce que premièrement, elle n'a pas de représentation militaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, une fois qu'elle a fait comment dirais-je, qu'elle a fait une sentence, elle ne sait pas la faire appliquer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'Europe, on n'est pas dans un pays. Or, M. Trump avait déjà dit auparavant qu'il ne reconnaissait pas l'Europe, qu'il reconnaissait les pays, pays par pays, ceux de l'Europe compris. L'Europe, de l'Union européenne, on se comprend, hein, ceux de l'Union européenne compris. Donc, ça, voilà, il connaît la France, il connaît l'Angleterre, il connaît les Pays-Bas, il connaît l'Allemagne, mais il connaît pas l'Europe, l'Union européenne. Voilà. Au moins, les choses sont claires. Donc là, on est sur la base d'une mise au point plus que sérieuse, qui peut conduire dans plusieurs directions. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flottement, suite à la déclaration de M. Trump par rapport à ça. Et on se pose la question, mais alors attends, comment fait-on pour juger si jamais Monsieur Netanyahou est l'ami, donc l'allié de Monsieur Trump, donc l'Amérique, et ça veut dire qu'il est intouchable aussi via la loi américaine. Bah oui, d'après ce que vient de dire Monsieur Trump, c'est ce que je comprends, mais peut-être que je ne comprends pas bien. Donc, est-ce que là où je veux en arriver, c'est que Monsieur Trump dit des choses qui peuvent choquer, et il s'avère que quand il va dans la réalisation, dans les faits, là par contre tout s'éclaire. Et on s'aperçoit que ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'on avait compris, parce qu'on n'avait pas bien écouté. Donc il y a de toute manière un affûtage du langage chez Monsieur Trump, qui fait pas des phrases longues, il dit des choses un peu comme ça verticales, des oukases ou des avis tranchés. Et il comprend pour une attaque en fait. Lui non, mais vous avez confondu, vous avez rêvé. En fait, la CPI c'est pas pour nous, tout simplement. Voilà. Alors quid de Monsieur Netanyahou? Bah lui par contre on sait pas bien. Hein. On sait pas s'il dépend de la CPI, s'il va reconnaître la CPI, s'il va dire non, je reconnais que les États-Unis dont je suis l'allié et donc je suis protégé par mon appartenance à l'influence américaine, que sais-je encore. On a presque envie de dire. C'est presque une indiscrétion de poser cette question, parce que c'est une question qui ne peut être posée qu'entre ces deux hommes, et dont la réponse ne peut intervenir qu'officiellement. Et c'est pas nous qui allons spéculer pour savoir dans quel sens, dans quelle direction va leur choix. Hein. Donc on verra bien comment lorsqu'il y a des exactions venant des alliés de Monsieur Trump, comment ça va se passer auprès de la CPI. Et allons un peu plus loin. Si on considère que la France est un allié des États-Unis d'Amérique de tout temps, sauf quand on se faisait la guerre, c'est-à-dire dans les années 1790-91, je crois qu'on était en guerre avec les États-Unis d'Amérique, mais ça n'a pas duré très longtemps. Sauf à cette époque, eh bien, on a toujours été des alliés des Américains. Donc, si jamais demain, pas Trump, mais Monsieur Macron se trouve dans les ennuis face à la CPI, il pourra invoquer le fait que il ne répond, en tant qu'allié, il ne répond pas à la CPI. En tant qu'allié des Américains, il ne répond pas à la CPI. Il n'a pas à répondre à la CPI. Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait poser à ceux qui nous écoutent et ceux qui sont dans les instances officielles. Il faudra bien avoir une réponse à ce genre de questions. Je suis pas sûr qu'elle existe de façon nette et claire, cette réponse, parce que Monsieur Trump a un talent pour mettre en défaut, pour mettre en PLS, comme on disait, position latérale de sécurité, un certain nombre de politiciens qui s'étaient imaginés que ça allait se passer comme ça et qui s'aperçoivent que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et là, on est dans une période où Monsieur Trump est en train de déstabiliser un peu tout le monde, admis comme ennemi. Ça fait partie probablement d'une stratégie dont on ne verra les résultats et les effets et la justification que après coup, évidemment. Hein. Donc voilà ce que nous avions découvert. Alors, Monsieur Trump, il en est où aujourd'hui? Il en est où de sa relation à l'État, c'est-à-dire au peuple américain? C'est important, parce que, voilà. Avec tous les changements qu'il est en train de faire, est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est mal vu? Ben, on a eu une sorte de réponse populaire, hein, je crois que le mot n'est pas trop fort, lors du Super Bowl, qui est une manifestation sportive américaine qui ressemble à une messe en quelque sorte. Et pendant cette manifestation sportive,
eh bien, il y avait plus de 50 000, je sais pas combien de personnes dans le stade, et qui ont passé plusieurs minutes à ovationner Monsieur Trump qui s'y trouvait, qui avait décidé d'y aller, ce qui n'était pas habituel ce qui n'est pas habituel chez les présidents, hein. Les présidents américains ne vont pas au Super Bowl. Lui, il est allé. Il y est allé courageusement, j'ai envie de dire, parce on va tout de suite aller au bout et au but. C'est qu'il est l'objet c'est une cible. Cet homme est devenu une cible, hein, il faut dire les choses. On en a des indices forts, on en reparlera plus tard. Et donc, courageusement, il s'est exposé avec, je crois, sa fille, il me semble, et il a été ovationné. Alors, c'est très bien, ovationné. Et puis, il y a une chanteuse qui est venue pour faire le show, comme on dit. Et lorsqu'elle est apparue sur l'écran géant, elle a été sifflée par la foule qui venait juste d'applaudir Monsieur Trump. Et cette chanteuse, on peut la nommer, c'est Taylor Swift, et qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé, quoi. Qui n'a pas compris du tout. En fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle avait, elle aussi, été contre Trump, et elle avait dit 2-3 bêtises, en tout cas des choses qui n'étaient pas très plaisantes pour Monsieur Trump. Et c'est pas Monsieur Trump qui l'a puni de quoi que ce soit, c'est la foule. C'est la foule qui lui a renvoyé le poids de ses erreurs, quoi. En tout cas de ses erreurs d'estimation, parce qu'un artiste doit toujours estimer quel est son intérêt dans sa communication, quel est son intérêt de communiquer de telle ou telle façon avec son public. Et là, visiblement, son conseiller en communication a dû être en grève ce jour-là, mais il n'a pas su lui donner les bons mots, quoi. Le jour où il a choisi son camp entre la République et la démocratie, enfin entre les républicains et les démocrates, excusez-moi. Donc voilà. Donc il y a au sein des États-Unis d'Amérique une prise de conscience que le travail qu'est en train de faire Monsieur Trump est énorme et que visiblement il va changer des choses. Alors pour autant, est-ce que nous, au sein du CNTF/CH et plus modestement, enfin ou moins modestement au sein des Français, est-ce que nous sommes tous à 100% derrière Monsieur Trump? Est-ce que nous sommes tous à 50%? Est-ce que nous sommes tous à quel pourcentage derrière Monsieur Trump? Ça, c'est une vraie question. Après, il y a toute une série de questions sur la justice, notamment, qu'on a évoqué tout à l'heure, en début de speech. Et puis, évidemment, des questions sur la guerre, des questions sur l'économie, et qui vont se poser. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je voulais vous dire au sujet de cette justice qui s'affronte entre La Haye, d'une part, et Washington, d'autre part. Si je peux voilà, j'ai pas eu le temps de lever la main. Je veux bien, moi, j'admire le courage de certaines personnes, dont celui de Monsieur Trump. Maintenant, il a des qualités et des défauts, comme moi et comme tout être. Hein. Enfin, des défauts, des choses qui sont pas appréciées ou qui sont pas. Voilà. Toutefois, on peut pas nier que cet homme a eu une dose de courage phénoménale. Donc, honneur au courage. Et par rapport à la justice, quoi que fasse un être, il ne peut pas fuir ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Ça, c'est pas possible. Et quand on émet une vibration dans l'univers, comme on est en harmonie avec cette vibration, forcément, il y a une seule loi de l'univers, la loi de l'amour, qui accomplit ce que nous donnons. Et comme nous donnons, nous recevons accru et multiplié. Et ça, on peut pas l'éviter. C'est pas possible. C'est la seule loi de l'univers. Même la loi du karma, elle s'incline devant la loi de l'amour. Parce qu'elle est inventée par les hommes, la loi du karma. Et non pas par l'univers lui-même. Donc, alors, l'amour dans la justice. Il n'y a pas de justice sans amour. Et il n'y a pas de justice sans fraternité réelle. À savoir que pour accomplir une justice, il faut regarder l'être tel qu'il est maintenant avec sa bonne volonté ou son absence de bonne volonté dans le présent. Il peut avoir commis des crimes et dans le présent être motivé à faire mieux. Et s'il est motivé à faire mieux, il faut en tenir compte. Mais on ne peut s'en apercevoir qu'avec un regard et un cœur fraternel. Ou alors ça devient de la vengeance, la vendetta qui dure pendant des siècles où on s'entretue mutuellement parce que l'autre, il a tué son ancêtre. Alors, il faut faire la différence entre la vengeance et la vraie justice, la justice du cœur. Merci d'avoir entendu. La justice du cœur qui n'exclut pas de demander à un être de réparer les méfaits qu'il aurait pu accomplir. Hein. La justice du cœur, elle est juste. Merci d'avoir entendu. Et si on pouvait parler des méfaits justement du résident de l'Élysée, tout ce qu'il a pu en faire jusqu'à présent, est-ce qu'on serait prêt à lui pardonner aujourd'hui s'il faisait du bien? Moi, je me pose quand même la question. Hein. Alors, si chacun en fait un peu, nous sommes sur Terre à peu près 10 milliards.
Donc, si chacun lui pardonne un petit bout, on y arrivera peut-être. On arrivera peut-être. Le pardon a du sens, une puissance, notamment dans le monde chrétien. Le pardon chrétien, c'est très important. Il y a des religions qui pardonnent pas forcément. Voilà. Après, le pardon, c'est quelque chose de très personnel. C'est lié à ses convictions personnelles et c'est lié peut-être aussi à la religion qu'on suit. Voilà pour le pardon. Et puis pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre, que j'ai trouvé tout à fait opportun, c'est-à-dire que la justice entre Washington d'une part et La Haye d'autre part, nous, au sein de la simple planète, hein, les bipèdes qui marchons sur cette planète, on attend de la justice qu'elle soit une vraie justice, c'est-à-dire qu'elle soit naturelle, et qu'elle soit rendue de telle sorte que tout le monde y croit et la valide et dit ça c'est de la justice. Alors que si elle ne l'est pas, eh bien c'est pas de la justice, c'est autre chose. Donc là, on a besoin d'une justice qui soit sinon immanente, c'est-à-dire qui vienne du ciel. Hein. La justice immanente, c'est celle qui vient de Dieu, qui vient de Dieu, comme on dit. Hein. Sans aller jusque-là, car on ne prétend pas les uns les autres être Dieu. Par contre, on peut prétendre les uns les autres être une parcelle, avoir en soi-même une parcelle divine. Et ça, on a le droit de dire ça. Mais ça n'est qu'une parcelle. Et donc la vérité de la justice est toujours compliquée. Mais il y a aussi des choses qui sont simples, voilà, qui sont relativement simples à mettre en œuvre et ne pas oublier de le faire. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur la justice. Alors on peut enchaîner sur plein de choses parce que là on a de l'actualité. On va continuer avec monsieur Trump si vous êtes d'accord. Alors monsieur Trump c'est Zorro, il est sur tous les fronts. Hein. Par exemple, on a tous entendu parler des incendies de Californie qui sont derrière nous, mais figurez-vous, mesdames et messieurs, qui sont toujours présents. C'est-à-dire qu'il y a des relances, comme on dit. Pourquoi il y a des relances? Parce que tout simplement, on n'a pas trouvé la solution pour éteindre par l'eau ces incendies, alors qu'il existe des réservoirs en amont de ces incendies sur différents lacs connus des Américains et bien connus, mais qui sont pleins à bord. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé cette eau? Alors je vais essayer de vous donner l'explication officielle. C'est qu'il se trouve qu'il y a dans ces réservoirs une variété de poissons qui est protégée. Je vous le dis, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est un éperlan qui est en danger d'extinction. Donc, hors de question, d'après l'État de Californie, d'utiliser cette eau pour autre chose que pour faire un aquarium à cet éperlan. Alors, ça fait cher l'aquarium, hein, ça fait cher. Hein. Mais voilà. Donc, Monsieur Trump, on a dérangé dans son sommeil, j'imagine, pour dire que, en gros, il voulait pas desserrer les vannes des réservoirs pour éteindre les incendies en bas. Il a dit, mais attendez, mais c'est l'intérêt de tout le monde. Et on lui a dit, non, faut sauver les perlants. Ah, il a dû voir rouge. Je ne connais pas personnellement monsieur Trump, mais au son du lit, et pour entendre des bêtises comme ça, il a dû voir rouge. Donc, et il a envoyé tout simplement quoi? Comme il fait d'habitude, les Marines. Et ce sont les Marines qui ont donné l'ordre à ces différents gardes qui eux-mêmes avaient des ordres venant de l'État, c'est-à-dire le responsable de l'État, hein, eh bien, ouvrez les vannes. Et il y a eu quand même 10 minutes d'observation entre les deux camps. Tu vas les ouvrir, tes vannes, ou tu vas pas les ouvrir, quoi. Ça s'est passé comme ça. Et on va quand même pas se tirer dessus. Non, on va pas se tirer dessus. Donc comment on fait? On attend jusqu'à ce que les puissances en présence s'étalonnent les unes les autres, jusqu'à ce qu'on mesure de part et d'autre les risques encourus de part et d'autre, justement. Voilà. Et finalement, eh bien, figurez-vous que les gardes ont fini par craquer et par accepter de baisser les armes, évidemment, et surtout d'ouvrir les vannes. Et là, les vannes ont fini par noyer le poisson. Voilà, il s'agissait de noyer le poisson. Donc là, ça a l'air anecdotique et presque vaudevillesque, sauf que ça ne l'est pas. Ce sont des vies qui sont en jeu, ce sont des biens matériels tels que des maisons qui continuaient de flamber en remontant vers le nord. C'était une catastrophe, on va dire, permanente, quoi. Voilà, mais qui était sortie de l'actualité des prompteurs des télévisions, et donc on n'en parlait plus. Mais le phénomène était toujours là. Ça, c'est pour la Californie. Je voudrais parler aussi rapidement du portable. Vous vous souvenez tous du portable de monsieur Hunter Biden, le fils du président. Alors il s'avère évidemment que ce portable, il avait des choses à nous dire, enfin des choses à dire à la police surtout, et à l'équipe de Trump en particulier. Alors, suite à cette ouverture du portable et à ces déconnexions, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une attaque en bonne et due forme du Vatican, figurez-vous. On ne savait pas que le Vatican était un champ de guerre, un champ de bataille, jusqu'à ce que
On avait déjà eu des transports de fonds nocturnes qui avaient été faits nuitamment. On n'a jamais su d'où vers où. Mais là, c'est carrément l'attaque, quoi. Donc, c'est des attaques de réseau, hein, tout simplement, des réseaux. Alors, des réseaux de toute nature. On va pas se faire peur avec la désignation de ces réseaux. Mais ça bouge également au Vatican suite aux interventions des équipes de Monsieur Trump qui ont reçu des ordres, tout simplement, et qui suivent leur logique de traçage des réseaux. Voilà. Donc, le Vatican, c'est pas un point neutre, c'est pas un petit endroit de la planète, c'est un gros endroit de la planète pour un tas de raisons, pour l'argent, pour les trafics, pour un tas de choses. C'est pour l'histoire également, puisqu'il y a dans les sous-sols de ce Vatican des revues, des livres qui datent de plusieurs centaines d'années pour certains, et qui nous expliquent plein de choses qu'ils, normalement, ces messieurs n'ont pas envie de nous divulguer à nous. Voilà, on n'est pas censé le savoir, quoi. Voilà, pour faire clair. Or, si on délivre ces informations, on va être encore plus sachant, plus intelligent, mieux connaître notre histoire, et on va être en capacité de critiquer ceux qui ont retenu toutes ces informations, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est toujours au travers du portable de Hunter Biden. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, à cette étape-là, est-ce que vous avez déjà des remarques, des questions, des compléments d'idées à rajouter? Je me réjouis de que le Vatican soit appelé un jour à ouvrir justement ces caves avec toutes ces archives qui vont pas forcément être reluisantes pour certaines religions. Hein. Bon, faut s'attendre au meilleur et au pire là-dedans. Mais que la connaissance soit répartie sur Terre, je ne peux que m'en réjouir. Alors effectivement, il y a des grands sujets, puis il y a des sujets un petit peu plus personnels, presque risibles. Il existe une dame qui est présidente de la Commission électorale fédérale et agent dite du Deep State, qui est démise de ses fonctions par les Marines. Alors ça veut dire qu'il y a eu du sport autour de cette dame qui voulait pas sortir de son bureau, qui a dû s'attacher, se menotter ou je sais pas quoi. Et les Marines qui ont finalement été appelés pour les mêmes raisons que tout à l'heure avec l'ouverture des vannes, hein, souvenez-vous. Ils sont toujours dans tous les coups, les Marines, en dernier ressort en tout cas. Et ce sont des spécialistes et des gens qui agissent intelligemment avec le minimum de sang versé, comme on dit. Hein. Eh bien, ces gens, une fois qu'ils ont eu enfoncé la porte, etc., ils sont tombés sur une furie qui leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit, etc. Alors, qui est cette dame? Elle s'appelle Hélène Weintraub, si je prononce bien, président de la Commission électorale fédérale. Alors, ça, c'est un comité théodule, comme on dit en français, hein, c'est-à-dire un truc qui servait plus à grand-chose, d'une part, et surtout qui a été vu par l'équipe de Trump comme étant, on va dire un point d'entrée pour une corruption. Hein, voilà, donc il a considéré que ça serait bien qu'elle s'en aille sans faire de bruit parce que sinon il sort le dossier. Et le dossier, il l'a. Elle a fait des fraudes électorales, en tout cas d'après ce que prétendent ses équipes. Donc on n'est pas là pour la juger, on est juste là pour dire comment fonctionne Monsieur Trump et comment il déploie la même énergie avec des troupes pour aller chercher des agents qui sont répartis dans le nord de la Californie pour bloquer l'eau. Que pour aller chercher une dame qui s'est attachée à son bureau, etc. Donc elle est partie, hein, elle est partie avec les gens de l'armée et on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle a atterri, peut-être à Guantanamo déjà, je ne sais pas. Voilà, donc voilà. Alors souvent on dit qu'en France on suit l'exemple américain quelques années après. C'est un vieux bruit. Quand j'étais jeune, on disait 15 ans, mais les choses s'étant accélérées, on dit 1 an maintenant. 1 an qui est le délai entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui va se passer chez nous. Mais j'ai l'impression qu'on est capable, nous Français, culturellement, hein, de leur renvoyer l'affaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une logique administrative en France qui a fait le tour du monde et qui a surtout beaucoup intéressé un certain nombre de personnes aux États-Unis d'Amérique, qui elles-mêmes ont pris exemple sur nous, qui ont créé des comités théodules, les uns tous plus en confiance avec les autres, pour s'apercevoir que ça sert à rien, que ça coûte un bras, voire deux, et qu'il faut faire le ménage dans tout ça au bout d'un certain temps, quoi. Et on est arrivé, il semblerait qu'on soit arrivé au bout de ce temps. Et que finalement, les Américains, les États-Unis d'Amérique, donc quoi dynamique et capable de réagir en fonction des circonstances, eh bien, on s'était imaginé que cette administration avait bougé, mais en fait non. Elle s'est empâtée. Elle a le millefeuille, comme on dit chez nous, s'est agrandi.
le millefeuille administratif, et il y avait de plus en plus d'administration. C'était énormissime. Donc, c'était pas du tout la tradition des États-Unis d'Amérique. Et puis, c'était surtout pas du tout la tradition des sociétés, des entreprises, qui elles-mêmes aussi, sont amenées à payer plus d'impôts, sont amenées à payer, voilà, toujours plus cher, pour un système qui est toujours de plus en plus sclérosé, et puis surtout pour un système qui fait la richesse d'un cercle de plus en plus petit de personnes privilégiées. Donc, c'est de ça qu'il faut aussi quand même un petit peu parler. Donc voilà, donc on a exporté ça aux États-Unis d'Amérique, en tout cas je trouve qu'on a exporté ça. Parce que vous avez une idée Euh, à... oui, j'espère qu'aussi nous avons été capables d'exporter le meilleur. Sachant que ça dépend de ce qu'on cultive. Hein, nous avons les deux en nous, le pire et le meilleur. Et suivant ce que nous cultivons, suivant ce que nous nourrissons, nous développons le meilleur ou le pire. Alors, quand on a prouvé qu'on est capable du pire, pouvons-nous peut-être espérer prouver être capable du meilleur? Le pire Ah, voilà. du meilleur ou le meilleur du pire? Trouvons déjà remarquable que la France soit un peu dans le viseur, hein, dans le viseur en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'affaire Trogneux, comme vous le savez, que Madame Owens, Candace Owens, n'aurait pas bougé un petit doigt sur cette affaire-là si elle n'avait pas, à mon avis, hein, elle n'avait pas le feu vert de la direction trumpienne, qui par personne interposée passe des messages probablement indirects à Monsieur Macron. Je ne sais pas si l'affaire de Meurs, parce que c'en est une, est le centre du débat, ou si ça n'est qu'un prétexte pour nous faire entrer sur d'autres choses ou pour nous éloigner d'autres choses. C'est compliqué de répondre à cette question quand on n'est pas au sein des saints. Voilà. Donc il y a quelques journalistes américains notamment qui émettent des hypothèses, mais on n'est pas là pour alimenter des hypothèses qu'on devra invalider dans 8 jours ou 15 jours. C'est pas très intéressant. À la vitesse où les choses se passent en ce moment au sein des États-Unis d'Amérique, on peut se dire qu'on a intérêt à attendre, mais pas trop non plus, puisqu'une information chasse l'autre, contredit l'autre éventuellement, et on aimerait savoir qui est avec qui, que faut-il comprendre. Qui sont ces gens qui nous disent, et ils ont le droit de le dire, qu'ils n'ont pas confiance dans Monsieur Musk, par exemple, Elon Musk, qui pourtant cet homme-là a encore fait économiser je ne sais pas combien de 50 milliards de dollars en éradiquant d'un trait de plume l'USAID. Alors certains prononcent USAID. Normalement, je crois que c'est USA, comme USA, hein, les États-Unis d'Amérique, ID comme International Development. Ce groupe avait pour mission de donner de l'argent, de déverser de l'argent auprès de ceux qui leur en demandaient, grosso modo. Alors il y avait des causes qui étaient plus ou moins justes et c'était livré, c'était comment dirais-je, c'était destiné à la bonne volonté de chacun de savoir qu'est-ce qu'il allait donner via cette USAID. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on s'est aperçu qu'il y avait 50 milliards quand même, c'est pas rien, hein, qui étaient utilisés à des causes toutes plus folkloriques les unes que les autres, mais qui ne devaient pas être perdus pour tout le monde et que ça devait tomber dans les poches de certains. Donc voilà, donc ça c'est ce que Monsieur Musk a débusqué en quelque sorte. Hein. Donc évidemment, Trump l'a un petit peu engagé pour ça, Monsieur Trump. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment si Monsieur Musk est un gentil ou un moins gentil ou quelqu'un qui fait des choses importantes, mais dans un monde hors sol, hein, c'est-à-dire hors de notre atteinte à nous simples citoyens de base. Ou bien si effectivement il a une vraie empathie vis-à-vis d'un peuple. On entend des gens dire, des gens sérieux, hein, dire que Monsieur Trump ne s'occupe plus du bien-être des oligarques, mais s'occupe désormais du bien-être du peuple. Eh bien, qu'il ait raison, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Pour l'instant, on voit encore pas arriver les choses, mais on va bientôt parler, j'espère, du GESARA, ce fameux GESARA, qui est cette nouvelle disposition monétaire qui devrait rendre de l'argent à tous les gens de la planète, ou quasiment, quoi. Donc, on verra bien si tout cela n'est une douce utopie ou si ça va être suivi des faits. Ce sont des choses qu'on attend. Il y a évidemment des faits qui sont plus percutants que d'autres. Hein. Dès qu'il s'agit d'argent, évidemment, les gens sont tous seront tous prêts à reconnaître les bienfaits du ruissellement monétaire que nous promet M. Trump. On verra bien si ça arrive. Et si ça arrive, si ça doit arriver, on sera bien obligé de constater qu'on est dans un changement de paradigme. Et là, on reviendra à ce qui nous intéresse au sein du CNTFCH. Le changement de paradigme, évidemment, c'est la démocratie, évidemment.
Et puis, c'est toute une organisation dans une transition, toute une organisation nouvellement politique autour de la démocratie, c'est-à-dire sans représentation politique, justement, comme vous le savez, mesdames et messieurs. Et on verra bien si, lorsque M. Trump aura fait un gros ménage au niveau planétaire, il y aura la place pour réfléchir aux solutions que nous proposons. Et c'est ce que nous appelons de nos voeux et c'est ce que nous croyons. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Pardon, oui, j'aimerais remercier Sylvain pour ton allusion au pire et au meilleur. Il y a un précepte affectionné par les chercheurs de connaissances. Du pire, j'ai tiré le meilleur. Et c'est un précepte de retournement, c'est-à-dire que la France est tombée bien bas, effectivement, elle a fait allégeance, le peuple de France a laissé faire des usurpateurs et des gens qui n'étaient pas forcément mus par la gentillesse et la bonté. Eh bien, du pire, je tirerai le meilleur. On dit aussi dans certaines fraternités, quel que soit le niveau où je sois tombé, je vois comment mon expérience peut servir à d'autres. Alors, nous avons de la ressource, très chère. Et merci d'avoir entendu. Je vous relaisse la parole. Philippe, tu as parlé tout à l'heure de l'affaire Brichel, ou autrement dit l'affaire Trogneux. La seule chose qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est encore une fois usurpation. Bah oui, ce sont des usurpateurs d'identité, tout simplement. Oui, monsieur. Bon, bien voilà, je crois que l'émission se termine. Je serai là avec plaisir, avec mes acolytes également, et la France Libre et le Conseil National de Transition Français-Canada Historique. Dans 48 heures, ce sera mercredi pour une prochaine édition. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons une excellente soirée, et surtout, rendez-vous mercredi. Et n'oubliez pas la réunion de ce soir pour les membres, dont eux seuls ont le numéro, donc, de la salle, réunion des membres à partir de 21h30 ce soir. Merci à vous, excellente soirée. 21h. 21h, très bien. Merci.